J'ai invité ma famille à ma cérémonie de remise de prix. Ma sœur a répondu, on n'a pas le temps pour ton prix inutile, on va dîner. Maman a ajouté, ne nous en veux pas. Papa a aimé le message. J'ai souri et j'ai dit, c'est d'accord. Ce soir-là, alors qu'ils mangeaient, la diffusion en direct a commencé. Et ceux qui l'ont vu à l'écran les a laissés complètement pétrifiés. Je m'appelle Ale Turner. Et la nuit où ma sœur a qualifié mon prix de stupide, mon téléphone s'est allumé avec une simple notification, qui disait tout sur ma place dans cette famille. Je me tenais dans ma minuscule cuisine, portant encore mon tablier taché, fixant l'email officiel sur mon ordinateur portable qui disait que j'étais sur le point de recevoir la plus grande récompense de ma carrière. Mes mains tremblaient lorsque j'ai ouvert notre conversation de groupe familial, et j'ai tapé, et, j'ai une nouvelle. Je vais recevoir un prix la semaine prochaine. Il y a une cérémonie. C'est diffusé en direct. J'aimerais vraiment que vous puissiez être là. J'ai regardé les 3 petits points apparaître, puis disparaître, puis apparaître à nouveau. Finalement, ma sœur a répondu, nous n'avons pas le temps pour ton prix inutile. Nous allons dîner ce soir-là. Une seconde plus tard, ma mère est intervenue, ne nous en veux pas, chérie. Nous avons déjà fait des réservations. Mon père n'a pas dit un mot. Il a juste aimé le message de ma sœur, comme s'il le co-signait. J'ai fixé l'écran pendant une longue seconde, sentant cette brûlure familière dans ma poitrine, celle que j'avais appris à ravaler depuis que j'étais enfant. Puis, j'ai pris une inspiration, forcé un sourire même si personne ne pouvait le voir, et j'ai répondu, c'est bon. Passez un bon dîner. Ils ont envoyé quelques pouces levés et un emoji qui rit, comme si nous venions de nous mettre d'accord sur quelque chose de trivial, comme si je ne venais pas de les inviter au moment le plus important de ma vie. Ce soir-là, alors qu'ils trinquaient autour de pâtes dans leur restaurant préféré, la diffusion en direct a commencé sur la télé, juste au-dessus de leur tête. Et ce qui a clignoté sur cet écran, au milieu de leur petit dîner parfait, les a tous fait se figer sur leur siège. Si vous voulez savoir comment ce prix stupide s'est transformé en la seule chose qu'ils ne pourraient jamais ignorer, continuez à écouter. Je n'ai pas toujours connu ma place dans cette famille aussi clairement. En grandissant à Portland, dans l'Oregon, je pensais honnêtement que les choses étaient normales, que chaque petite sœur n'était qu'un bruit de fond par rapport au moment fort de sa grande sœur. Ma sœur, Danielle, était la star dès la minute où elle a appris à secouer ses cheveux, et à sourire pour une caméra. Elle avait 5 ans de plus, elle était bruyante, charmante, le genre de fille qui pouvait transformer une virée à l'épicerie en une story complète sur Instagram. Mes parents, Robert et Hélène, disaient qu'ils soutenaient simplement sa confiance en elle. Mais la vérité, c'était que notre maison tournait autour de ses humeurs, de ses horaires, et de ses crises. Quand Danielle n'a pas été prise dans l'équipe de Pom Pom Girls une année, nous avons eu une réunion de famille à ce sujet, suivie de glace et d'un discours d'encouragement. Quand j'ai gagné un concours de cuisine au collège avec une simple recette de poulet rôti que j'avais pratiquée pendant des semaines, ma mère a dit, c'est bien, chérie. Puis, elle s'est tournée pour demander à Danielle comment avançait son projet de groupe. À l'âge de 13 ans, j'avais compris que le seul endroit où je me sentais vu, c'était dans la cuisine. Vous savez, ces enfants qui disparaissent dans les jeux vidéo? Moi, je disparaissais dans les recettes, pendant que Danielle était sortie pour essayer de nouveaux salons, ou pour supplier mes parents de lui donner de l'argent pour un autre voyage le week-end. J'étais collé à des vidéos de cuisine sur une vieille tablette, mettant en pause et revenant en arrière pour apprendre comment couper des oignons sans pleurer, ou comment faire lever le pain correctement dans une cuisine frisquette de Portland. J'ai commencé à faire des biscuits et des petits pains à la banane, les distribuant aux voisins juste pour voir le visage de quelqu'un s'illuminer quand il en prenait une bouchée. Finalement, j'ai commencé à les vendre au marché fermier local le samedi. Je restais là, derrière une table pliante branlante avec mon petit panneau écrit à la main, et des inconnus me disaient, c'est incroyable. Tu as fait ça toi-même? Et pendant quelques heures, j'avais l'impression de compter. À la maison, cependant, c'était différent. Mon père soupirait en voyant combien de temps je passais à jouer dans la cuisine. Et ma mère continuait de me dire que je devrais être plus comme Danielle, et penser à une vraie carrière, quelque chose de glamour ou d'entreprise. Ils écoutaient Danielle parler pendant des heures de son travail dans une boutique branchée, et de ses plans pour exploser sur les réseaux sociaux. Mais quand j'essayais d'expliquer une nouvelle recette que je testais, ils hochaient poliment la tête, vérifiaient leur téléphone, et changeaient de sujet. J'ai appris tôt que dans ma famille, ce que j'aimais était considéré comme un passe-temps au mieux,
et une distraction au pire. Avez-vous déjà ressenti cette piqûre silencieuse, de réaliser que les personnes qui sont supposées vous connaître le mieux ne vous voient que comme la figurante dans l'histoire de quelqu'un d'autre? Ce sentiment est devenu le carburant qui m'a poussé hors de notre maison, et tout droit vers le seul endroit où ma passion comptait vraiment. Quitter Portland ressemblait moins à la poursuite d'un rêve, et plus au fait de s'échapper en douce d'une vie qui n'était jamais vraiment la mienne. Quand j'ai été accepté dans un programme culinaire à New York, mes parents ont traité cela comme si je m'étais inscrite à une colonie de vacances prolongée, au lieu d'une école sérieuse. Daniel a plaisanté, alors, tu vas dépenser tout cet argent juste pour apprendre à couper des légumes. Ma mère l'a fait taire, mais elle souriait en le faisant. Mon père m'a serré dans ses bras à l'aéroport et a dit, assure-toi juste d'avoir un plan B, d'accord? Tout le monde ne peut pas réussir dans la restauration. J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, je me suis fait une promesse. Je ne reviendrai jamais comme la fille qu'il pensait être juste en train de jouer au chef. New York était bruyante, chaotique, et d'une certaine manière, exactement ce dont j'avais besoin. Je passais mes journées dans des cuisines brûlantes à l'école. Mes nuits, je travaillais à temps partiel dans un petit café qui sentait l'espresso et le pain frais. J'ai brûlé des plats, je me suis coupé les doigts, j'ai pleuré dans des chambres froides, et je me réveillais quand même chaque matin affamé d'en faire plus. L'un de mes instructeurs m'a recommandé pour un poste dans un restaurant gastronomique à Manhattan, dirigé par le chef Anthony Reyes, un nom que je n'avais vu que dans des magazines sur papier glacé auparavant. Travailler pour lui, c'était comme être jeté dans une tempête. Il criait. Il exigeait la perfection, et il remarquait tout. Mais quand il m'a regardé dresser un simple plat de carottes rôties avec une sauce au yaourt et aux herbes que j'avais peaufiné une douzaine de fois, il s'est arrêté et a dit, « Tu as un point de vue. Ne le perds pas. » Ces 5 mots ont fait plus pour moi que tous les commentaires du genre « Sois plus comme ta sœur » que j'avais entendus à la maison. J'ai commencé à expérimenter des façons de rendre la cuisine réconfortante plus légère, plus fraîche, mais toujours satisfaisante. Un soir après le service, j'ai filmé une courte vidéo dans la minuscule cuisine du personnel, assemblant un burger végétarien grillé avec ma propre vinaigrette maison. Je l'ai posté en ligne sans trop y penser. Une semaine plus tard, la vidéo avait explosé. Les gens me taguaient dans leur recréation, suppliant pour avoir la recette, demandant où ils pouvaient acheter la sauce. C'était la première fois que je réalisais que ma nourriture pouvait exister en dehors de n'importe quelle cuisine où je me trouvais. J'ai commencé à mettre en bouteille de petits lots de ma vinaigrette, la vendant localement sous le nom de Turner Kitchen. C'était désordonné, petit, et loin d'être parfait, mais c'était à moi. J'ai appelé mes parents pour leur dire que ma sauce était en rupture de stock sur un marché local. Ma mère a dit, « C'est mignon, chérie. » Puis elle a passé le téléphone à Daniel, pour qu'elle puisse me parler d'une nouvelle collaboration avec un photographe local. Comme d'habitude, ma petite victoire n'était qu'un bruit de fond par rapport à ses grands projets. J'ai raccroché, j'ai fixé mon reflet dans la fenêtre sombre de mon minuscule appartement, et j'ai réalisé quelque chose d'important. Le monde ici commençait à me prendre au sérieux, même si ma propre famille ne le ferait jamais. Turner Kitchen a cessé d'être juste une activité secondaire le jour où un acheteur d'une chaîne d'épicerie régionale a goûté ma vinaigrette lors d'une expo alimentaire et a dit « Nous pourrions mettre ça en rayon ». En un an, mes petits lots se sont transformés en véritables cycles de production. Je faisais encore des quarts de travail brutaux au restaurant. Mais désormais, lors de mes jours de congé, j'étais en réunion pour discuter étiquette, approvisionnement et distribution. C'était épuisant, d'une manière que mes parents ne voyaient jamais, car tout ce qu'ils commentaient, c'était les jolies photos que je postais quand quelque chose se passait bien. Un article local a qualifié ma vinaigrette de genre de choses qui pourrait changer la façon dont les gens occupés mangent à la maison. Et cet article a été repris par un blog culinaire plus important. À partir de là, les choses ont fait boule de neige. Turner Kitchen a été accepté dans un programme national qui soutenait les marques alimentaires émergentes. Et soudain, je prenais l'avion pour des conférences, je faisais des démos, je parlais de cuisine réconfortante et saine sur de minuscules scènes dans des salles de bal d'hôtel. C'est comme ça que mon nom a fini sur le radar de gens que j'avais admirés de loin en grandissant. Un après-midi froid, j'étais dans mon petit bureau en train de goûter un nouveau lot, quand un email est apparu avec un objet qui m'a noué l'estomac. Notification de nomination de la Fondation James Beard. Mes mains tremblaient en cliquant dessus. Il ne faisait pas que me nominer. Il me disait que j'étais la chef étoile montante de l'année. Il y aurait une cérémonie à Los Angeles,
dans un hôtel que je n'avais vu qu'à la télé, et l'événement serait diffusé en direct sur une chaîne alimentaire nationale. Pendant 1 minute, je suis resté assise là à fixer l'écran, écoutant mon propre rythme cardiaque. Puis, malgré tout, mon premier instinct a été de partager cela avec ma famille. J'ai ouvert notre conversation de groupe, celle qui avait été principalement remplie des selfies de Daniel et des chaînes de messages de ma mère pendant des mois, et j'ai commencé à taper. J'ai expliqué ce qu'étaient les James Beard Awards, à quel point c'était grand, comment la cérémonie serait la semaine prochaine en direct à la télé, et à quel point cela signifierait beaucoup pour moi s'il pouvait soit venir à la, soit au moins regarder la diffusion. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai regardé la petite coche de livraison apparaître. 3 points ont surgi, disparu, sont revenus. Finalement, Daniel a répondu, « Nous n'avons pas le temps pour ton prix inutile. Nous allons dîner ce soir-là. » 1 seconde plus tard, ma mère a ajouté, « Ne nous en veux pas, chérie. Nous avons déjà fait des réservations. » Mon père n'a pas dit un mot. Il a juste aimé le message de ma sœur. Un minuscule pouce levé qui a atterri comme un coup de poing. J'ai fixé l'écran, sentant ce mélange familier de colère et d'engourdissement monter dans ma gorge. Pendant 1 seconde, l'ancienne version de moi voulait supplier, expliquer à nouveau à quel point c'était important. Au lieu de cela, j'ai dégluti difficilement, forcé mes doigts à rester stables, et j'ai tapé, « C'est bon. Passez un bon dîner. » Quand ils ont répondu avec quelques émojis et une blague sur le dessert, ça m'a frappé aussi clairement que le jour. S'ils ne pouvaient pas être présents pour moi maintenant, alors que je me tenais au bord du plus grand moment de ma carrière, ils ne le feraient jamais vraiment. Ce que je ne savais pas alors, c'est que l'univers était sur le point de s'assurer qu'il regarde chaque seconde, malgré tout. Le soir de la cérémonie, Los Angeles ressemblait à une autre planète comparée à la bruine grise que j'avais laissée derrière moi à Portland. Le Beverly Hilton brillait, tout en sol de marbre et lustre, rempli de gens qui sentaient le parfum coûteux et le succès. Je me tenais dans le hall, serrant mon invitation, portant une robe noire simple mais élégante pour laquelle j'avais économisé. Et pendant un moment, je me suis senti comme une imposteur qui s'était accidentellement égarée dans la vie de quelqu'un d'autre. Puis ils ont épinglé mon badge, et je l'ai vu imprimé. Allez Turner, Turner Kitchen. J'ai pris une inspiration et je me suis rappelé qu'on ne m'avait pas donné ça gratuitement. J'avais mérité chaque ampoule, chaque brûlure, chaque nuit blanche. En coulisses, l'air bourdonnait de nervosité et de lac pour cheveux. J'ai aperçu des chefs que je n'avais vus qu'à la télé. Des autres répétant leurs lignes, des caméramens comptant à rebours dans leur barbe. Le chef Anthony avait pris l'avion et m'avait trouvé près des fontaines à eau, me tirant dans une étreinte rapide. « Quoi qu'il arrive là-bas, » a-t-il dit doucement, « tu as ta place dans cette pièce. N'oublie pas ça. » Ils nous ont alignés par catégorie, et quand est venu le temps pour l'étoile montante, mon cœur martelait si fort que je pouvais à peine entendre le présentateur parler. Quelque part dans un autre fuseau horaire, ma famille était assise à une table dans leur restaurant italien préféré à Portland, la Trattoria Verde, commandant du vin et se disputant à propos des entrées. Je le savais parce que Daniel avait posté un boomerang de leur verre trinquant ensemble avec la légende soirée dîner en famille, juste 1 heure plus tôt. Aucune mention de moi, aucune mention de la cérémonie. La voix du présentateur a coupé court à mes pensées. Et cette année, le prix de la fondation James Beard pour le chef étoile montante de l'année revient à. Il y a eu une petite pause qui a semblé s'étirer éternellement. Allez Turner, de Turner Kitchen à New York City. La salle a explosé en applaudissements. Pendant 1 seconde, je n'ai pas pu bouger. Puis mes jambes se sont rappelées comment marcher et je me suis retrouvé sur scène, les lumières brûlant sur mon visage, les trophées soudainement lourds dans mes mains. L'hôte s'est penché et a chuchoté, « Souriez. Il coupe vers vous en direct. » Et quelque part au fond de moi, une petite version de moi debout derrière une table de marché fermier branlante a éclaté en sanglots. J'ai fait mon discours, court et tremblant, mais honnête. J'ai parlé du fait d'avoir grandi avec le sentiment que ce que j'aimais était un passe-temps, de vouloir faire de la nourriture qui ne faisait pas se sentir les gens coupables ou exclus. J'ai remercié les gens qui avaient cru en moi quand il était plus facile de ne pas le faire. Je n'ai pas mentionné ma famille. Quand je suis sorti de scène, mon téléphone dans ma pochette vibrait si fort qu'on aurait dit qu'il essayait de s'échapper. Je l'ai ignoré. Je ne savais pas qu'à ce moment précis, à Portland, la télé au-dessus du bar à la Trattoria Verde venait juste de passer sur la couverture en direct des récompenses, diffusée par le Food Network. Le restaurant bourdonnait,
plein de bavardage et de bruit de couverts, quand la voix des présentateurs a coupé à travers le bruit. Tout de suite, notre chef étoile montante de l'année. Une jeune femme qui a commencé sur les marchés fermiers de Portland, Oregon, et qui change maintenant la façon dont les gens occupés mangent à travers le pays. La caméra a coupé sur mon visage sur scène, mon nom en lettres énormes au bas de l'écran. Allez Turner, a dit l'hôte clairement. De Turner Kitchen. À la table sous la télé, la fourchette de mon père s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Ma mère a lentement tourné la tête vers le haut, les yeux s'écarquillant. Le verre de vin de Daniel s'est arrêté juste avant ses lèvres, alors qu'elle plissait les yeux vers l'écran comme si son cerveau refusait d'accepter ce que ses yeux voyaient. Autour d'eux, les gens ont commencé à murmurer. Un serveur a jeté un coup d'œil de la télé à leur table, faisant le rapprochement. Quelqu'un au bar a dit « Attendez, ce n'est pas votre fille ? Vous ne veniez pas de dire qu'elle était en école de cuisine ou quelque chose comme ça ?» Un autre client a sorti son téléphone et a commencé à filmer le moment, capturant la seconde exacte où mes parents ont réalisé que le prix qu'ils avaient qualifié d'inutile était diffusé au-dessus de leur tête, devant tout le restaurant. Sur la télé, je souriais et tenais mon trophée, remerciant tous ceux qui avaient soutenu mon parcours. À la table, ma famille était assise dans un silence stupéfait, piégée sous ce même écran lumineux, avec nulle part où regarder et nulle part où se cacher. Et ce n'était que le début de leur cauchemar. Le temps que je rentre à ma chambre d'hôtel ce soir-là, mon téléphone avait l'air d'essayer de brûler un trou à travers ma pochette. Je l'ai finalement jeté sur le lit, j'ai enlevé mes talons, et j'ai ouvert l'écran. La conversation de groupe avec ma famille était tout en haut, illuminée par plus de notifications que je n'en avais vues depuis des années. Il y avait aussi des tags Instagram, des mentions Twitter, des messages privés de gens à qui je n'avais pas parlé depuis le lycée. J'ai tout ignoré sauf la conversation de groupe et je l'ai ouverte. C'était le chaos. Ma mère avait écrit « Allez, on vient de te voir à la télé. Pourquoi tu ne nous as pas dit que c'était aussi important ?» Mon père a dit « Ta mère et moi sommes sous le choc. » Tout le monde au restaurant t'a reconnu. Le propriétaire a monté le volume. Les messages de Daniel étaient les plus frénétiques. « Allez, qu'est-ce qui se passe ?» Des gens nous filmaient au dîner. Un autre « Pourquoi tu n'as pas dit que c'était les James Beard Awards ? Tu sais à quel point j'ai eu l'air stupide. » Puis une capture d'écran de son Instagram. Des douzaines de commentaires sous son boomerang du dîner. Des choses comme « Est-ce que c'est la sœur qui a séché la remise de prix de sa propre famille ? Imagine traiter le James Beard de ta sœur d'inutile. » Quelqu'un avait déjà posté une vidéo de la Trattoria Verde sur TikTok. La légende disait « Quand tu sèches le prix inutile de ta sœur et que tu finis par la regarder gagner un James Beard sur la télé du restaurant. » Le clip montrait la télé au-dessus du bar, mon discours qui passait, puis zoomait maladroitement sur la table de ma famille, leur visage pâle et figé. La vidéo avait déjà des centaines de milliers de vues et ça grimpait. Alors que je faisais défiler, une autre vidéo est apparue, collée à la première. C'était un vieux clip de la page de Daniel qu'elle avait clairement oublié, où elle était assise dans l'arrière-boutique de sa boutique, portant son cordon de travail, riant face à la caméra. « Ma petite sœur pense qu'elle va changer le monde avec de la vinaigrette, » disait-elle en levant les yeux au ciel. Jean, meuf, c'est la vraie vie, pas une émission de cuisine. Ta sauce saine ne va pas payer les factures. La section des commentaires sous celle-là était brutale. Les gens taguaient la marque pour laquelle elle travaillait. Ils me taguaient. Ils utilisaient des mots comme jalouse, méchante fille, et véritable drapeau rouge ambulant. J'étais encore en train d'assimiler tout ça quand mon téléphone s'est allumé avec le nom de Daniel qui appelait. Je l'ai fixé jusqu'à ce qu'il s'arrête, puis j'ai regardé un autre texto arriver. Réponds, s'il te plaît. Une partie de moi, l'ancienne partie qui voulait toujours apaiser les choses, a failli rappeler. Au lieu de cela, j'ai posé le téléphone et je suis allé me démaquiller. Quand je lui ai finalement répondu le lendemain matin, c'était parce qu'elle m'attendait dans le hall de l'hôtel. Je l'ai repérée avant qu'elle ne me voie, voûtée sur une chaise, les yeux rouges, les cheveux tirés en un chignon désordonné, au lieu d'être parfaitement coiffée comme d'habitude. Quand elle a levé les yeux et m'a vu, elle s'est levée si vite que son café a failli se renverser. « Allez, a-t-elle dit, la voix brisée. Dieu merci. Nous avons marché vers un coin tranquille, et pour une fois, elle ne s'est pas lancée dans une histoire à propos d'elle-même. Elle a juste lâché, je me suis fait virer. J'ai cligné des yeux. De la boutique ?
Elle a hoché la tête, déglutissant difficilement. Ils ont dit que les vidéos donnaient une mauvaise image de la marque. Ils ont dit que je me moquais de toi. Que je me moquais des gens qui essaient de manger sainement. Et maintenant, ils reçoivent des messages privés et de mauvaises critiques. Ils m'ont fait emballer mes affaires devant tout le monde. Un rire amer m'a échappé avant que je ne puisse l'arrêter. Alors maintenant, ma sauce saine affecte ta vraie vie, hein? Elle a tressailli comme si je l'avais frappée. Je sais que j'ai été horrible, a-t-elle dit rapidement. J'étais jalouse, d'accord? Tu t'es vraiment accroché à quelque chose. Tu as vraiment réussi. Je ne pensais pas que ça compterait. Je ne pensais pas que tu irais vraiment aussi loin. Elle a essuyé ses yeux, étalant son mascara. Je suis désolé. Je suis vraiment, vraiment désolé. Je dois recommencer à zéro, et j'espérais que peut-être tu pourrais, je ne sais pas, me présenter à quelqu'un. M'aider à trouver un travail dans ton monde. Voilà, c'était là. Pas juste une excuse, mais une demande. L'ancienne allée aurait plié. Au lieu de cela, j'ai senti un calme s'installer sur moi. Daniel, ai-je dit doucement. Pendant des années, mon travail était une chute de blague pour toi. Mes plus grands objectifs étaient mignons ou inutiles. Tu n'es pas la raison pour laquelle j'ai lancé Turner Kitchen, et tu ne vas pas être la raison pour laquelle l'entreprise embauche qui que ce soit. Elle m'a fixé, stupéfaite. Alors, tu vas juste me laisser couler? J'ai secoué la tête. Non, je vais te laisser nager toute seule, pour une fois. Ses yeux se sont remplis de nouvelles larmes, mais je n'ai pas détourné le regard. J'ai fini d'être la figurante dans ton histoire, ai-je ajouté. Et je ne vais certainement pas laisser ma carrière devenir ton plan de secours maintenant. Quand Daniel est resté là avec ses yeux tout rouges, j'ai réalisé que c'était la première fois que je lui parlais sans me rabaisser. Nous sommes juste restés debout dans ce coin d'hôtel silencieux pendant une seconde, écoutant le bourdonnement de la climatisation et les voix étouffées dérivant depuis le hall. Puis elle a laissé échapper un soupir et a fixé ses chaussures. Tu as changé, a-t-elle dit. J'ai haussé les épaules. Pas vraiment. J'ai juste arrêté de faire semblant que ce que tu dis ne fait pas mal. Elle a émis ce petit rire sans humour. Alors quoi maintenant? On fait juste semblant de ne pas être sœurs? J'ai secoué la tête. Non, nous sommes toujours sœurs, mais j'ai fini d'essayer de te prouver quoi que ce soit. Je vais me concentrer sur ma vie, et tu vas gérer tes choix. C'est tout. Je n'ai pas dit comme hier soir, mais nous savions toutes les deux ce que je voulais dire. La conversation s'est terminée dans cet espace bizarre et inachevé. Je lui ai donné une étreinte rapide, plus par habitude que par réconfort, puis je me suis dirigé vers l'ascenseur. Alors que les portes se refermaient, je l'ai regardée devenir de plus en plus petite, et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti coupable de m'éloigner. Les semaines après les récompenses ont été floues. Une fois cette émission diffusée, Turner Kitchen est passé d'une marque de niche cool à où tout le monde parle soudainement de toi. Ma boîte de réception était folle. Demande de presse, offres de collaboration, investisseurs aléatoires qui voulaient une part de ce qu'ils pensaient que j'avais. L'un d'eux était Logan Pierce, un gars que je n'avais vu citer que dans des articles sur les startups de nourriture et de boissons. Nous nous sommes rencontrés dans ce minuscule café à la qui avait l'air d'avoir été tiré tout droit de Pinterest. Et après quelques banalités, il a posé son téléphone face contre la table et est devenu sérieux. « Allez, a-t-il dit, les gens n'achètent pas juste ta vinaigrette, ils achètent ton histoire. As-tu pensé à leur donner un endroit pour vivre réellement dedans? Pas juste un produit, mais un espace. » J'ai pensé à tous ces matins au marché fermier de Portland, debout derrière cette table pliante bancale, espérant que quelqu'un s'arrêterait pour essayer un échantillon. J'ai pensé à toutes les fois où ma famille a balayé mes recettes comme une face dont je finirais par me lasser. Maintenant, voici quelqu'un qui parlait de ma nourriture comme si c'était un monde entier. Ouais, ai-je dit, j'y ai pensé. Je n'ai juste jamais pensé que j'aurais cette chance aussitôt. Logan a souri. Ce n'est pas de la chance. C'est à ça que ça ressemble quand des années de travail apparaissent enfin sur le radar des autres personnes. Alors, nous avons commencé à construire. Ce n'était pas glamour. Il y avait de longues réunions qui ne menaient nulle part, des ébauches de menus qui ne semblaient pas justes, des budgets qui me donnaient mal à la tête, et des planches de design qui étaient déchirées et recommencées. Mais pour une fois,
je n'avais pas l'impression de traîner tout le monde derrière moi. J'avais une équipe qui croyait vraiment en ce que je faisais. Ils ne traitaient pas mes idées comme un passe-temps mignon. Ils les traitaient comme une marque. Quand le premier restaurant Turner Kitchen a enfin ouvert à Los Angeles, je suis entré avant l'ouverture des portes et je suis juste resté là 1 minute, absorbant tout. Des tables en bois chaleureux, une cuisine ouverte où les clients pouvaient voir chaque assiette être assemblée. Des étagères alignées avec mes sauces comme de petits soldats. C'était comme si ma minuscule cuisine d'enfance, et cette table de marché fermier, et chaque quart de nuit tardif à New York avait été fondu et versé dans un seul espace. Pour la semaine d'ouverture, nous n'avons embauché aucun influenceur ni organisé de soirée de lancement extravagante. J'ai posté une simple vidéo, si quelqu'un vous a déjà dit que la chose que vous aimez est inutile, cet endroit est pour vous. Les réservations se sont remplies plus vite que je ne le pensais possible. Les gens ne venaient pas juste pour manger, ils venaient pour parler. Ils me parlaient d'avoir quitté des emplois d'entreprise pour faire de la pâtisserie, d'avoir été moqués pour avoir peint, streamé, écrit, dessiné. Ils parlaient de membres de la famille qui levaient les yeux au ciel face à leurs rêves. Ils s'asseyaient à mes tables, mangeaient ma nourriture, et me regardaient comme si j'étais la preuve que peut-être, juste peut-être, ils n'étaient pas fous de se soucier de ce qu'ils aimaient. Un soir après la fermeture, j'étais assise au bar en train de parcourir mes emails, picorant un bol de restes de pâtes, quand mon téléphone a vibré. C'était ma mère. Depuis les récompenses, elle envoyait de longs textos, des excuses, des mises à jour, des histoires sur des gens à son école se vantant de m'avoir vu à la télé. Je répondais toujours poliment, mais je restais en surface. Cette fois, j'ai répondu. « Tu es occupé ?» a-t-elle demandé, plus doucement que dans mes souvenirs. « Je suis encore au restaurant », ai-je dit. « Mais on a presque fini de nettoyer. » Elle a pris une inspiration. Un parent est venu me voir aujourd'hui. Sa fille veut se lancer dans les arts culinaires et il s'inquiète qu'elle ne réussisse pas. J'ai commencé à leur parler d'une fille de Portland qui vendait des pâtisseries au marché fermier et qui vient de gagner un prix James Beard. Elle a marqué une pause. Je leur ai parlé de toi. Je me demandais si tu serais d'accord pour lui parler un jour, peut-être sur Zoom. Je suis resté assise là 1 seconde, fixant les rangées de verres suspendus à l'envers au-dessus du bar. Il fut un temps où ce genre de choses m'aurait fait pleurer sur place. Maintenant, tout ce que je ressentais était une chaleur constante. Ouais, ai-je dit, je peux faire ça. Dis-lui d'envoyer un email à mon équipe et on s'arrangera. Je l'ai entendu laisser échapper un soupir comme si elle l'avait retenu toute la journée. Merci, a-t-elle dit. Puis, après un temps, je sais que j'ai beaucoup gâché les choses, allez. Je ne m'attends pas à ce que tu oublies simplement, mais j'essaie de faire mieux. Vraiment. Il y a quelques années, ces mots m'auraient mis à terre. Cette fois, ils se sont installés doucement. Je sais que tu essaies, ai-je dit. Et j'apprécie, mais tu dois comprendre que j'ai construit une vie qui ne dépend pas du fait que vous croyez en moi. Je ne suis plus cet enfant qui supplie d'être vu. Ma mère a émis ce petit rire tremblant. Je pense que c'est peut-être la première fois que je comprends vraiment ça, a-t-elle dit. Après ça, les choses avec mes parents ne sont pas devenues magiquement parfaites, mais elles sont devenues normales d'une manière qu'elles n'avaient jamais été. Mon père a commencé à m'envoyer des photos de repas qu'il cuisinait à partir de mes vidéos. Mauvais éclairage, dressage désordonné, légende comme réussi, avec 3 émojis pouces en l'air. Je le taquinais, mais sous les blagues, j'étais sincèrement fier de lui pour avoir essayé. Quant à Danielle, elle est devenue silencieuse après notre hôtel. J'ai entendu des bribes par ma mère. Elle avait déménagé de son appartement chic du centre-ville, trouvé un appartement moins cher, pris un emploi de vente au détail dans un magasin ordinaire sans lumière annulaire, sans vêtements gratuits, sans événements de marque. La vraie vie, sans filtre. Des mois plus tard, un email est apparu dans ma boîte de réception venant d'une adresse que je ne reconnaissais pas. L'objet disait juste « c'est moi ». C'était de Danielle. Elle n'a pas cherché d'excuses. Elle m'a raconté ce que ça faisait d'emballer son bureau pendant que ses collègues regardaient. Elle a écrit sur le fait d'être assise seule dans un appartement plus petit, réalisant pour la première fois que les likes et les vues n'allaient pas payer le loyer. Elle a dit qu'une de ses nouvelles clientes, une femme plus âgée, était entrée en parlant de comment elle avait commencé à manger plus sainement grâce à cette jeune femme à la télé qui fait de la vinaigrette qui n'a pas le goût d'une punition, et à quel point elle était fière de cette fille. Je savais qu'elle parlait de toi,
a écrit Daniel. Je suis resté là à hocher la tête et à penser, j'ai un jour qualifié ce prix de stupide. Je ne m'attends pas à ce que tu répares quoi que ce soit pour moi. Tu ne me dois pas un travail, une mention, ou une seconde chance. Si tu ne réponds jamais à ça, je comprendrai. Je voulais juste que tu saches que je vois ce que j'ai fait maintenant. Et j'essaie d'être quelqu'un qui ne démolit pas les autres juste parce qu'elle a peur de ne jamais être à la hauteur. Je n'ai pas répondu tout de suite. L'ancienne moi se serait précipitée pour répondre, pour réconforter, pour raccommoder les choses. La version de moi qui signait cet email, Halle Turner, chef fondatrice, savait que je n'avais pas à le faire. Je n'étais pas intéressé par la vengeance pour le plaisir de la vengeance. Le but n'était pas de regarder Daniel souffrir. Le but était qu'enfin, les gens devaient vivre avec la réalité qu'ils avaient créée. Un soir après un service chargé, j'ai installé mon téléphone sur le bar et appuyé sur enregistrer, prévoyant de filmer une recette rapide. Mais ce qui est sorti à la place était autre chose. Beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des messages disant que leur famille pense que leur rêve est stupide, ai-je commencé. Ils appellent ça une phase, un passe-temps, une perte de temps. J'aimerais pouvoir vous dire que si vous travaillez juste assez dur, ils changeront immédiatement d'avis, mais ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. J'ai parlé du fait d'avoir grandi dans une maison où la chose que j'aimais le plus était traitée comme un bruit de fond. Je n'ai pas traîné ma famille dans la boue en les nommant, mais je n'ai pas non plus édulcoré ce que ça faisait. Voici ce que j'ai appris, ai-je dit. Parfois, les gens qui sont censés croire en vous ne le font tout simplement pas. Pas tout de suite. Peut-être jamais. Ça ne veut pas dire que votre rêve est faux. Ça veut dire que vous devrez peut-être le planter ailleurs d'abord. Sur un marché, dans un minuscule studio, sur une petite chaîne YouTube, peu importe à quoi ça ressemble pour vous. Je leur ai parlé du fait de voir mon visage apparaître sur une télé dans un restaurant où ma propre famille était allée pour éviter mon prix inutile. Je leur ai dit ce que ça faisait, pas d'une manière mesquine, mais d'une manière c'est la vraie vie. La forme de vengeance la plus douce, ce n'est pas de les regarder s'étouffer avec leurs mots, ai-je dit. C'est de construire une vie si solide, que leur opinion cesse d'être le centre de votre univers. Quand vous vous tenez sur vos deux pieds, soit ils s'adaptent, soit ils ne le font pas. Cette partie dépend d'eux. Votre travail est de continuer à cuisiner, ou écrire, ou dessiner, ou construire. Quelle que soit votre version de la vinaigrette. Cette vidéo a été partagée partout. Les gens taguaient des frères et sœurs, des parents, des partenaires. Certains commentaires venaient d'enfants qui ressemblaient beaucoup à moi à 13 ans. D'autres venaient de parents disant qu'ils repensaient à la façon dont ils parlaient à leurs enfants. Chaque commentaire ressemblait à un petit morceau de preuve que rien de tout cela n'avait été pour rien. Les longues nuits, les rires méprisants, les années passées à être la figurante dans ma propre histoire. Quelques semaines plus tard, après la fermeture un soir, je me tenais seul dans la cuisine. Les lumières tamisées, tout essuyé à sa place. Les casseroles étaient suspendues en une rangée soignée. Les étagères étaient alignées avec des bouteilles Turner Kitchen. La salle à manger au-delà du passe-plat était calme pour la première fois de la journée. J'ai pensé à cette version enfant de moi à Portland, hésitant dans l'embrasure de la porte pendant que ma sœur parlait par-dessus moi, s'entendant dire de sortir de la cuisine et de laisser maman travailler. Si j'avais pu entrer dans ce moment, j'aurais posé mes mains sur ses épaules et je lui aurais dit « Reste. Continue de remuer. Continue de goûter. Un jour, les gens feront la queue pour manger ce que tu fais. Un jour, la même chose dont ils se sont moqués sera la chose qui changera tout. Et peut-être que c'est la vraie leçon enfouie dans tout ce drame et ce gâchis familial. Parfois, les dernières personnes à croire en vous sont celles qui auraient dû être les premières. Vous n'avez pas à les attendre. Vous avez le droit de construire une vie, une entreprise, une histoire qui a du sens pour vous. Même si elle a l'air ridicule pour eux. S'ils finissent par changer d'avis, c'est génial. S'ils ne le font pas, vous êtes toujours celle qui entre dans sa propre cuisine, allume les lumières, et se met au travail. Notre équipe chez Revenge Mangan se consacre à la création d'histoires significatives et bien écrites, qui à la fois divertissent et inspirent. Nous promettons qu'il s'agit d'une œuvre de fiction, conçue uniquement pour partager des leçons de vie et apporter des messages éducatifs utiles à nos téléspectateurs. Ce script met en lumière l'importance de l'estime de soi, des limites saines, et le pouvoir de la croissance personnelle, même lorsque les relations familiales sont douloureuses ou injustes. À travers les erreurs des personnages et leurs conséquences,
les téléspectateurs peuvent réfléchir à l'empathie, au respect, et à la façon dont leurs mots et actions affectent les autres. De cette façon, l'histoire devient non seulement un drame, mais une forme douce d'éducation sur la maturité émotionnelle et le comportement responsable.